C'est l'odeur qui me saisit en premier. Romarin éteint. Un grand cru qui s'aère sur le buffet. Le genre de dîner de Noël somptueux qui coûte plus cher que l'hypothèque de la plupart des gens. Entièrement payé par moi, naturellement. Je me tiens sur le seuil de la salle à manger de mes parents, dans leur maison de maître au cœur de ce village en Provence, regardant mon père découper le chapon rôti avec la précision d'un chirurgien, et je ne ressens rien d'autre que le poids familier de l'obligation qui pèse sur mes épaules. Manon, ma chérie, viens t'asseoir. Ma mère agite une main manucurée vers la chaise vide. Valérie, 56 ans, et prétendant toujours que nous sommes le genre de famille qui apparaît dans les catalogues de fin d'année. Je prends place. La vaisselle est une porcelaine fine de famille héritée de ma grand-mère. L'argenterie luit sous le lustre. Tout est parfait, tout est creux. Chloé entre dans la pièce en dansant, vêtue d'une tenue qui me fait cligner des yeux. Un haut court et une mini-jupe, mais le tissu me coupe le souffle. De la dentelle de Calais vintage. Le motif floral complexe, inimitable même de l'autre côté de la table. La robe de mariée de ma grand-mère. La dentelle qui a survécu à un voyage d'un petit port breton jusqu'au port du Havre en 1952. La robe que ma grand-mère portait lorsqu'elle a épousé mon grand-père dans une petite chapelle parisienne. La robe qui était censée être la mienne, enfermée en sécurité dans le coffre en cèdre de mon ancienne chambre, à l'étage. Chloé. Ma voix sort, plate. Qu'est-ce que tu portes? Elle tournoie sur elle-même. 24 ans et complètement inconsciente. Ça te plaît? Je l'ai fait faire sur mesure. J'ai trouvé cette dentelle vintage incroyable qui pourrissait à l'étage. Pourrissait? Je répète le mot avec soin. Le coffre était fermé à clé, mais honnêtement, Manon, il ne servait à rien. Elle agite la main d'un air dédaigneux, et c'est là que je le vois. Le diamant à son doigt qui capte la lumière comme une minuscule étoile. Et puis, il me fallait quelque chose de spécial pour ce soir. Léo et moi avons une annonce à faire. Mon téléphone vibre contre la table. Je baisse les yeux. Notification. Débit de 3800 €. Quartier, utilisatrice autorisée, Chloé. La pièce tangue légèrement. Je m'agrippe au bord de la table, sentant le bois lisse sous mes doigts, manquant à quelque chose de solide tandis que mon monde se fracture. On est fiancés. S'écrie Chloé en tendant sa main vers mon père. Stéphane s'adosse à sa chaise, souriant comme s'il venait de conclure une affaire d'1 million d'euros au lieu de regarder sa plus jeune fille exhiber un bijou volé. Félicitations, ma puce. Il lève son verre de vin. Mon vin, de mon compte chez le caviste du centre-ville. Léo, bienvenue dans la famille. Léo, le DJ amateur aux cheveux soigneusement coiffés et au sourire de quelqu'un qui vient de gagner au loto, hoche la tête. Merci, monsieur. Je promets de bien prendre soin d'elle. Je devrais dire quelque chose. Arrondir les angles. Sourire, les féliciter et prétendre que je ne remarque pas que la robe de ma grand-mère a été découpée en une tenue de soirée pour une boîte de nuit. Que ma carte de crédit vient de financer une bague de fiançailles sans qu'on me consulte. Que je suis assise ici comme un distributeur de billets avec un pot. Mais mon père me regarde vraiment, et dit, ne sois pas jalouse, Manon. Sois heureuse pour ta sœur. Jalouse. Le mot fait exploser quelque chose dans ma poitrine. Un souvenir d'il y a 6 mois me revient en mémoire, les urgences après mon appendicectomie, allongé sur un brancard dans une blouse en papier, seul, appelant ma mère parce que j'avais peur, j'avais mal et j'avais besoin de quelqu'un, entendant de la musique de fête en arrière-plan. Sa voix irritée, Manon, ta carte a été refusée aux Galeries Lafayette. Tu peux régler ça? Je suis en plein déjeuner. Pas de, est-ce que ça va? Pas de, as-tu besoin de moi? Juste, règle la carte. Je regarde ma sœur dans les ruines de mon héritage. Je regarde mon père, m'attendant à ce qu'il corrige cela, qu'il reconnaisse la limite qui a été franchie. Il se tourne déjà vers son chapon, me congédiant de son silence. L'interrupteur bascule. Je ne crie pas. Je ne jette rien. Je me lève simplement, ma chaise raclant le parquet avec un son de jugement qui tombe. Léo. Je m'adresse directement à lui. Ma voix est neutre, clinique. C'est une bague magnifique. 3,8 carats, je dirais. Excellente clarté.
Je prends mon téléphone, tournant l'écran vers lui. Mon American Express vient de la signaler comme une fraude. La bouche de Chloé s'ouvre. Tu es ridicule. Le suis-je? J'attrape mon manteau sur le dossier de ma chaise. De la laine noire, taillée, chère. Le genre de manteau qu'on achète quand on cesse d'attendre l'approbation et qu'on commence à s'acheter sa propre armure. Profitez bien de votre dîner. Je suis sûr que la bûche sera délicieuse. La voix de ma mère me suit jusqu'à la porte. Manon Alexandra, tu te rassois immédiatement. Mais je suis déjà en train de marcher, de partir, j'en ai déjà fini. Dans ma voiture, je reste assise dans l'allée, le moteur en marche, mes mains tremblant sur le volant. La maison brille derrière moi, chaude et dorée à travers les fenêtres, une image parfaite, un mensonge enveloppé dans un papier cadeau coûteux. Je ne pleure pas. J'ouvre mon application bancaire et je commence à faire une liste, chaque paiement récurrent, chaque utilisateur autorisé, chaque fil qui me relie à cette maison et aux gens à l'intérieur. Mon téléphone vibre. Un texto de Chloé. C'est quoi ton P de problème? Tu gâches tout. Je le supprime sans répondre. Puis j'ouvre l'application de ma carte de crédit et je place mon doigt sur le bouton « Bloquer la carte ». Une seule pression. C'est tout ce qu'il faut. J'appuie. Puis je mets la voiture en marche et je retourne à Lyon. Retour à mon appartement silencieux où personne ne me demande rien, où la seule personne dont je suis responsable, c'est moi-même. La jauge de la cuve à fioul de leur maison indique 5%. Je l'ai vérifié hier en déposant les courses. Ils n'ont aucune idée de comment la remplir. Leurs cartes de crédit sont au maximum. L'hiver arrive, et pour la première fois de ma vie, ce ne sera pas moi qui les garderai au chaud. Le trajet jusqu'à Lyon semble plus court qu'il ne le devrait. Mon immeuble s'élève hors de la Pardieu comme une forteresse. Tout en acier et en verre, et un anonymat béni. Personne ici ne connaît ma famille. Personne ici ne veut rien de moi, sauf le loyer, que je paie à temps chaque mois sans qu'on me le demande. Je me gare dans le garage souterrain et je prends l'ascenseur jusqu'au 14e étage. Mes mains sont toujours stables sur mon téléphone. Les tremblements se sont arrêtés quelque part autour de Villefranche. Ce qui les a remplacés est quelque chose de plus froid, de plus net. Dans mon appartement, je n'allume pas les lumières. La lueur de la ville à travers les fenêtres est suffisante. Je laisse tomber mon manteau sur le canapé et je vais directement à mon ordinateur portable. Je m'installe dans la chaise de ma table de salle à manger. La chaise que je me suis achetée. La table que j'ai montée moi-même. La vie que j'ai construite sans leur demander un seul euro. D'abord, les cartes de crédit. Je me connecte à chaque compte, naviguant à travers les écrans avec la mémoire musculaire de quelqu'un qui a fait cela professionnellement pendant des années. Détection de fraude, atténuation des risques, criminalistique financière. J'ai passé 5 ans à analyser les désastres financiers des autres. Il est temps d'appliquer ces compétences aux miens. American Express. Bloqué. Supprimer Chloé comme utilisatrice autorisée. Visa. Bloqué. Supprimer Chloé. Mastercard. Bloqué. Supprimer tous les utilisateurs autorisés. Chaque clic est comme fermer une porte. Non, mieux que ça. Comme changer les serrures. Mon téléphone se met à vibrer. Je le mets en sourdine sans regarder. Laissez-les se demander. Laissez-les paniquer lorsque la prochaine transaction sera refusée. Ensuite, les paiements récurrents. Le virement pour l'hypothèque. Cette hémorragie mensuelle de 4 200 € qui me saigne à blanc depuis 3 ans. La maison de mes parents. Leur capital. Leurs problèmes. J'ouvre la section des paiements de la banque et je survole le bouton « Annuler ». Un souvenir refait surface. Mon père, il y a 2 ans, ivre la veille de Noël. Tu réussis si bien, Manon. Ta mère et moi sommes si fiers. Nous avons toujours su que tu prendrais soin de nous. Pas, nous sommes reconnaissants. Pas, merci. Juste, nous savions que tu le ferais. Je clique sur « Annuler ». Le système me demande de confirmer. Je confirme. Le forfait câble et Internet suit. 179 € par mois pour que mon père puisse regarder le golf et que ma mère puisse poster des photos filtrées sur Facebook,
prétendant qu'elle est toujours la femme qui a épousé un agent immobilier à succès au lieu d'un homme qui n'a pas conclu une seule vente depuis la crise de 2008. Annulé. Confirmé. Fait. Je m'adosse à ma chaise, fixant l'écran. L'appartement est si silencieux. Je peux entendre ma propre respiration. C'est ça, le son de la paix. Pas de demande, pas de culpabilisation, pas de sœur qui pille mon passé pour du contenu Instagram. Mais il y a autre chose. Quelque chose qui me taraude à la lisière de ma conscience. Je consulte mon compte de surveillance de crédit, celui que je vérifie obsessionnellement chaque dimanche matin. Une alerte de la Banque de France se charge lentement, puis elle est là. Une alerte de drapeau rouge en haut de la page comme une bombe que quelqu'un aurait laissée sur mon paillasson. Nouveau compte ouvert. Prêt professionnel de la BPI, 45 000 €. Nom de l'entreprise, Chloé Divertissement. Ma gorge se noue. Je relis. Mon cerveau refuse de traiter ce que mes yeux voient clairement. Ouvert il y a 4 mois. Sous mon numéro de sécurité sociale, mon crédit, ma responsabilité. Je clique pour voir les détails de la demande, mes mains bougeant automatiquement tandis que mon esprit vacille. La documentation se charge par morceaux. Plan d'affaires, projection financière, toute la paperasse bureaucratique requise pour un prêt de la Banque publique d'investissement. Et là, sur la page de signature de la demande, une écriture que je reconnaîtrais n'importe où. Celle de mon père, pas le gribouillage négligé de Chloé. Ces lettres capitales précises, celles qu'il utilise sur les contrats, celles qu'il pense avoir l'air professionnel. Stéphane, agent immobilier en faillite, falsifiant ma signature pour financer la carrière fantasmée de sa plus jeune fille. Je me lève si vite que la chaise bascule en arrière, heurtant le parquet avec fracas. Le son ne m'atteint même pas. Je fais les 100 pas maintenant, mon esprit parcourant les implications, les conséquences, les ramifications légales. Fraude, usurpation d'identité, crimes fédéraux, au pluriel. Si je ne signale pas cela, je suis responsable. Une dette de 45 000 € à mon nom pour une entreprise qui n'existe pas, n'existera jamais, ne peut jamais exister parce que Chloé a la capacité de concentration d'un poisson rouge et l'éthique de travail d'une héritière, ce qu'elle n'est pas parce que nous n'avons pas de fonds en fiducie. Nous m'avons. M'avait. Je saisis mon téléphone et je fais défiler mes contacts jusqu'à trouver Lucas. Nous travaillons dans des départements adjacents. Lui à la gestion des risques, moi à l'analyse de données. Nous avons collaboré sur des cas de fraude auparavant. Il est bon, minutieux, professionnel. Plus important encore, il n'est pas de la famille. Le téléphone sonne 2 fois avant qu'il ne décroche. Manon, il est presque minuit, le lendemain de Noël. J'ai besoin de tes yeux sur quelque chose. Ma voix me semble étrange. Plate, mécanique. Un cas de fraude. Personnel. Une pause, puis, envoie-moi ce que tu as. Je regarderai ça demain à la première heure. Merci. Sa voix s'adoucit légèrement. Manon, ça va? Est-ce que ça va? Je regarde autour de moi, dans mon appartement, la vie que j'ai construite avec précision et une planification minutieuse. Tout à sa place. Tout sous contrôle. Sauf que ce n'était pas sous contrôle, n'est-ce pas? Ils m'ont démantelé pièce par pièce pendant que je souriais et payais les factures. Ça ira, je lui dis. Je t'envoie les fichiers maintenant. Après avoir raccroché, je lui transfère tout. Le rapport de crédit, les documents du prêt, l'historique des paiements de l'hypothèque. Une trace écrite qui raconte une histoire que j'aurais dû voir venir il y a des années. Mon téléphone vibre à nouveau. Un autre texto de Chloé. Je le regarde cette fois. Répare ça maintenant. Pas de, je suis désolé. Pas de, on peut parler? Juste, répare ça. J'ouvre ses informations de contact et je change son nom. Le curseur clignote dans le champ de texte. Je tape, accusé numéro 1. Enregistré. Le lendemain matin arrive, froid et lumineux. Le premier jour des soldes, le plus grand jour de shopping de l'année. Je bois du café à ma table de salle à manger, toujours en pyjama, lorsque les notifications commencent. Transaction refusée. 500 €. La boutique de mariés du village. Transaction refusée. 73 €. Le bistrot du coin.
Transaction refusée. 215 €. Galerie Lafayette. Chaque alerte apporte une petite satisfaction vicieuse. Voilà à quoi ressemble la responsabilité. Voilà ce qui se passe quand la banque ferme. Mon téléphone sonne. Chloé. Bien sûr. Je laisse tomber sur la messagerie. Puis un texto. Arrête ça, Manon. Maintenant. Je ne réponds pas. À la place, j'ouvre mon ordinateur portable et je commence à créer une feuille de calcul. Chaque paiement, chaque dépense, chaque euro que je leur ai donné au cours des 5 dernières années. Colonne A, date. Colonne B, montant. Colonne C, objet. Colonne D, total cumulé. Les chiffres grimpent plus haut que je ne l'avais prévu. 145 000 €, à quelques centaines d'euros près. Pourquoi? Pour le privilège d'être traité de jalouse quand je m'opposais au vol. Mon téléphone vibre une dernière fois. Un autre texto du contact que j'ai renommé. Je ne le lis même pas. Je coupe simplement les notifications et je retourne à ma feuille de calcul. Laissez-le sonner. Laissez-les paniquer. Laissez-les découvrir à quoi ressemble la vie quand le filet de sécurité s'en va. L'hiver arrive et j'ai fini de les garder au chaud. 2 semaines passent dans un silence béni. La maison en Provence est un souvenir sombre dans mon rétroviseur, au sens propre comme au figuré. Pas de texto, pas d'appel, juste le froid de l'hiver lyonnais qui s'installe. Et pour une fois, je ne suis pas celle qui garde quelqu'un au chaud. Je suis à mon bureau quand Lucas dépose une capture d'écran imprimée sur mon clavier. Tu dois voir ça. La vidéo TikTok remplit la page. Chloé, enroulée dans une couverture, assise dans ce qui semble être le salon faiblement éclairé de la maison en Provence. Ses yeux sont rougis. La légende dit, story time, quand ta sœur riche essaie de geler tes parents âgés. Je ne bouge pas. Ne respire pas. Je fixe juste le nombre de vues. 2,3 millions. Continue de faire défiler, dit Lucas doucement. Je le fais. Les commentaires sont un mur d'indignation. Des centaines d'inconnus me traitant de monstre, de psychopathe d'entreprise. Quelqu'un qui a abandonné sa famille pour une dispute stupide à propos d'une robe. Le récit est net, tranchant et complètement fabriqué. Selon la performance larmoyante de Chloé, j'ai coupé le chauffage et Internet en plein hiver parce que j'étais jalouse de ses fiançailles. Aucune mention de la carte de crédit volée. Aucune mention de l'héritage détruit. Aucune mention du prêt de 45 000 € contracté à mon nom. Juste moi, la méchante, laissant mes pauvres parents âgés gelés dans le noir. Elle est douée, dis-je. Ma voix semble distante, comme si elle venait de la bouche de quelqu'un d'autre. Je lui accorde ça. Manon. Lucas tire une chaise. Ce n'est pas seulement de la mauvaise publicité. Regarde les partages. La vidéo a été republiée sur toutes les plateformes, des groupes Facebook avec des noms comme « Milléniaux pourri gâtés démasqués » et « La famille avant tout ». Quelqu'un a même créé une cagnotte Litchi pour la facture de chauffage de mes parents. Elle a récolté 1 200 €. Je devrais ressentir quelque chose. De la rage, peut-être. De la panique. Mais je me sens juste froide. La même température que mon appartement où le thermostat fonctionne et où personne ne me demande rien. Mon téléphone vibre. Notification de mail. L'objet me noue l'estomac. Enquête des ressources humaines requises. Je l'ouvre avec des doigts engourdis. Mademoiselle, nous avons reçu une plainte formelle concernant des allégations de harcèlement et de maltraitance de personnes âgées. Conformément à la politique de l'entreprise, nous sommes tenus d'enquêter sur toute réclamation susceptible d'affecter la réputation de notre organisation. Veuillez planifier une réunion avec les RH dès que possible. Apportez toute documentation pertinente. L'email est signé par Sandrine, directrice des ressources humaines, la femme qui a approuvé ma promotion il y a 6 mois. La femme qui a hoché la tête avec approbation lorsque j'ai mentionné que je soutenais ma famille lors de mon entretien d'évaluation. Mon sanctuaire, ma carrière, la seule chose que j'ai construite qui n'avait rien à voir avec eux. Et maintenant, ils s'en prennent à ça. Je transfère l'email à Lucas sans un mot. Il le lit, puis ferme son ordinateur portable avec un calme délibéré. Salle de conférence. Maintenant. 10 minutes plus tard,
nous sommes seuls derrière une vitre dépolie. Lucas étale des documents sur la table comme s'il constituait un dossier, ce qui, je suppose, est le cas. Acte de propriété, rapport de crédit, une chronologie imprimée de chaque transaction. Manon. Il attend que je le regarde. Regarde la chronologie. J'ai vu la chronologie. C'est moi qui l'ai faite. Non, regarde cette date. Il tapote une ligne surlignée en jaune. Il y a 5 ans. Le terrain au bord du lac. L'histoire que j'ai entendue 1000 fois. Généralement déployée lorsque j'hésitais avant d'approuver une autre dépense. Ton père a vendu le terrain de ses rêves pour payer tes études. Le moins que tu puisses faire, c'est aider maintenant. La culpabilité que j'ai portée comme une pierre dans ma poitrine. Et alors? Lucas fait glisser un autre document sur la table. En tête officielle. Service de la publicité foncière de Lyon. La vente a été conclue le 14 août. Vendu pour 62 000 €. Je sais, ça a payé mes frais de scolarité. Vraiment? Il place un troisième document par-dessus. Parce que le 14 août, le même jour, Stéphane a réglé une dette de 60 000 € avec le casino Barrière de Deauville. Les mots se brouillent. Je les relis, puis encore une fois. 60 000 €. Casino Barrière de Deauville. 14 août. Il a tout joué. Ma voix sort, plate. L'argent n'est jamais allé à mes études. Tu as payé tes propres prêts, Manon. J'ai consulté ton historique de crédit. Tu effectues des paiements depuis 7 ans. Chaque mois, attends. La salle de conférence bascule. Je m'agrippe au bord de la table, sentant le stratifier sous mes paumes, lisse et froid et réel. La culpabilité était fabriquée, poursuit Lucas. Ils t'ont raconté une histoire et tu l'as cru parce que tu voulais croire qu'ils avaient sacrifié quelque chose pour toi. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont jamais fait. 7 ans de culpabilité. 7 ans à justifier leurs exigences parce que je leur devais, parce qu'ils avaient renoncé à quelque chose de précieux pour moi. Sauf qu'ils ne l'avaient pas fait. La pierre dans ma poitrine se fissure. Ne se brise pas. Pas encore. Mais se fracture en arête vive qui coupe en sortant. Montre-moi tout, dis-je. Lucas le fait. Les dettes de jeu remontent à des années. De petites créances payées puis rouvertes. Des cartes de crédit au maximum dans divers casinos. Stéphane, l'homme qui méprisait le travail subalterne, n'avait apparemment aucun problème à nourrir des machines à sous avec de l'argent qui aurait dû servir à payer les impôts fonciers. Mon téléphone vibre à nouveau. Un autre email. Un autre ami de Chloé a apparemment contacté le service des relations publiques de mon entreprise. L'histoire se propage. Nous devons documenter ça, dis-je. Tout, les vidéos TikTok, la chronologie, tout. Déjà fait. Lucas ouvre un dossier sur son ordinateur portable. Chaque vidéo que Chloé a postée, téléchargée et horodatée. Des captures d'écran de chaque commentaire, en particulier ceux où elle nomme explicitement ton employeur. Et ça. Il clique sur un nouveau document. Dépôt de plainte préliminaire pour diffamation. Il ne manque que ta signature. Je devrais me sentir vengée, puissante, prête à me battre. Au lieu de cela, je sens le poids de 7 ans se soulever de mes épaules, me laissant plus légère et plus en colère que je ne l'ai jamais été. Je dois répondre au RH, dis-je. Fais-le de manière factuelle. Pas d'émotion, juste la chronologie et la documentation. Lucas ferme son ordinateur portable. Et Manon, tu ne leur dois pas d'explication. Tu te dois la vérité. Plus tard, je rédige l'email dans la salle de conférence. Professionnel, clinique. Les documents joints incluent les relevés de cartes de crédit montrant les frais non autorisés, la demande de prêt BPI frauduleuse, les actes de propriété prouvant le règlement du casino, et les captures d'écran des vidéos TikTok de Chloé avec des horodatages montrant les affirmations diffamatoires. Je ne mentionne pas la robe, ni Noël. Je présente simplement les faits comme si je présentais un cas de fraude, car c'est exactement ce que c'est. J'appuie sur « Envoyer » à 16h30. À 16h32, mon application météo envoie une alerte. Vague de froid approchant de la région lyonnaise. Température prévue en dessous de 0.
Avertissement de refroidissement éolien en vigueur. J'ouvre une autre application. Celle connectée au service public de la maison en Provence. Toujours liée à mon téléphone depuis l'époque où je payais toutes les factures. Niveau de la cuve à fioul. Presque vide. L'avertissement dit que je devrais ressentir quelque chose. De l'inquiétude. Peut-être le fantôme d'une vieille culpabilité. Mais je ne vois que des chiffres, des données. Le résultat inévitable de leur choix. Ils ne savent pas comment commander une recharge. Leurs cartes de crédit sont au maximum et je ne suis plus leur filet de sécurité. La vague de froid arrive et ce ne sera pas moi qui les garderai au chaud. 3 jours plus tard, les documents juridiques s'étalent sur ma table de salle à manger comme des preuves sur une scène de crime. Acte de renonciation. Formulaire de révocation de procuration. Le projet de plainte pour le rapport de fraude. 23 pages de vol documentés, présentés en Times New Roman, Police 12. Lucas m'a aidé à les préparer hier. Il m'a expliqué chaque clause, chaque exigence de dépôt, chaque faille potentielle que Stéphane pourrait essayer d'exploiter. Mon père se prend pour un homme d'affaires, mais il n'a jamais appris la différence entre l'arnaque et la véritable compréhension du droit des contrats. Je suis à la 3e page de l'examen des documents de transfert de propriété quand mon téléphone vibre sur la table. Maman. Mon pouce survole le bouton de refus. Les vieilles habitudes ont la vie dure, même quand on se prépare à démanteler légalement toute la structure financière de sa famille. Le texto apparaît avant que je puisse décider. J'ai trouvé le collier de perles de ta grand-mère. Ce serait dommage que je doive le vendre à un prêteur sur gage pour acheter du fioul, puisque tu essaies de nous faire mourir de froid. Je le lis 2 fois. Les mots ne changent pas. Elle a trouvé le collier. Le seul objet que je pensais avoir survécu au saccage du coffre en cèdre par Chloé. Les 3 rangs de perles Mikimoto que mon grand-père a ramenées du Japon en 1953. Celles que ma grand-mère portait chaque dimanche à la messe. Celles que j'avais prévu de faire enfiler et de porter à son service commémoratif, à l'époque où je pensais qu'il me resterait quelque chose d'elle pour me souvenir. Une version plus jeune de moi aurait paniqué. Aurait immédiatement ouvert Lydia, envoyé 500 €, peut-être 1000, tout ce qu'il fallait pour garder ce collier hors de la vitrine d'un prêteur sur gage sous un éclairage fluorescent. La nouvelle Manon voit les choses différemment. Ce n'est pas une prise d'otage. C'est une convocation. Ma mère veut que je revienne en rampant, le chéquier ouvert et mes limites dissoutes. Elle parie sur ma culpabilité, sur le fantasme que je crois encore que nous sommes une famille au lieu d'une relation à responsabilité limitée qui a expiré au moment où Stéphane a falsifié ma signature sur des documents de prêts fédéraux. Je tape ma réponse avec soin. J'arrive. Ne le vends pas encore. 3 points apparaissent immédiatement. Disparaissent. Réapparaissent. Enfin, apporte ta carte de crédit. Je ne réponds pas. À la place, je rassemble les documents dans un porte-documents en cuir, le genre que j'utilise pour les présentations clients au travail. Professionnel et intimidant. Puis, je prends mon ordinateur portable et la petite imprimante portable que j'ai achetée spécifiquement pour ce moment. Une agence de reprographie sur le boulevard des Belges. Le parking est à moitié vide. La foule de l'après-midi est partie depuis longtemps. À l'intérieur, un employé à l'air fatigué me regarde approcher du comptoir avec l'expression de quelqu'un qui compte déjà les minutes avant la fermeture. J'ai besoin de copies couleur de ces documents. Je lui fais glisser le porte-documents. 15 jeux imprimés sur le papier cartonné le plus épais que vous ayez. Il feuillette les pages, ses sourcils se haussant à chaque fois un peu plus. Relevé bancaire, acte de propriété, la demande de prêt BPI avec ma signature falsifiée entourée d'encre rouge. Des captures d'écran des vidéos TikTok de Chloé, figées sur les images où elle pleure sur sa sœur cruelle tout en portant le bracelet à 2000 € que je lui ai acheté à Noël dernier. Il s'interrompt. C'est beaucoup d'informations financières. Ce sont les miennes. Je le regarde droit dans les yeux. Je les présente aux personnes qui me les ont volées. Il ne pose plus de questions, commence juste à alimenter la photocopieuse industrielle, la machine bourdonnant dans le magasin silencieux. 20 minutes plus tard, je suis de retour sur la route avec une boîte de documents qui m'a coûté 372 €. Chaque centime en valait la peine. Le soleil se couche alors que je me gare dans l'allée de mes parents. La maison semble la même de l'extérieur.
Une maison de maître avec une large véranda, le genre d'endroit qui crie la stabilité de la classe moyenne supérieure. On ne devinerait jamais que la cuve à fioul est presque à sec, que chaque carte de crédit à l'intérieur est au maximum, que l'hypothèque a 60 jours de retard parce que j'ai arrêté de la payer. Je prends la boîte et mon sac d'ordinateur. Inutile de frapper. Ma clé fonctionne toujours, bien que je doute que ce soit pour longtemps une fois qu'ils réaliseront ce qui s'en vient. Le froid me frappe dès que j'ouvre la porte. Pas vif, pas frisquet. Froid. Le genre de température qui rend votre souffle visible, qui s'infiltre à travers vos vêtements et s'installe dans vos os. Le thermostat sur le mur indique 10 degrés. Je les trouve dans le salon. Mon père est assis dans son fauteuil en cuir, portant un manteau de laine sur une chemise en flanelle, ressemblant à un mannequin de catalogue pour la vie rude en Nouvelle-Angleterre, sauf qu'il est dans la banlieue provençale et que le manteau vient d'une grande marque de luxe. Ma mère est enveloppée dans son trench Burberry, perchée sur le bord du canapé comme si elle attendait un taxi. Ils sont tous les deux positionnés autour du petit radiateur d'appoint, le genre qu'on achète dans un hypermarché local pour les chambres d'étudiants. Les spirales oranges brillent dans la pénombre, projetant des ombres sur leur visage. Il était temps que tu reviennes à la raison. Stéphane ne se lève pas. N'a même pas l'air d'avoir particulièrement froid. Juste indigné. Comme si les lois de la thermodynamique devaient faire une exception pour lui par respect. Le chauffage est coupé, dis-je platement, énonçant l'évidence. Oui, Manon. Nous sommes au courant. La voix de Valérie dégouline de martyr. Nous vivons comme ça depuis 3 jours. 3 jours. Pendant que tu es confortablement installé dans ton appartement chauffé en ville. Avez-vous appelé la compagnie de fioul? Avec quel argent? Stéphane se penche en avant. Tu nous as complètement coupés. Bloqué chaque carte, annulé chaque paiement. On ne peut même pas commander de courses en ligne. Je pose la boîte sur la table basse. Vous pourriez trouver du travail. La suggestion atterrit comme une gifle. Ma mère recule carrément. J'ai 56 ans, Manon. Je ne vais pas travailler dans un hypermarché Carrefour. Chloé le fait. Les mots sortent avant que je puisse les retenir. Je l'ai vu là-bas hier, remplissant les rayons dans cet horrible gilet bleu, ses extensions attachées en queue de cheval, pas de bague au doigt. Léo n'est pas resté une fois qu'il a réalisé que l'argent avait disparu. C'est drôle comme ça marche. Tu es venu ici pour te vanter. Stéphane se lève maintenant, son visage rougeoyant. Pour nous regarder souffrir pendant que tu joues les cadres sup en ville. Non. Je sors mon téléphone, je me dirige vers la télévision, leur immense écran de 65 pouces, celui qu'ils ont acheté l'année dernière avec ma carte de crédit pendant les soldes d'hiver. Je suis venu vous montrer quelque chose. Je me connecte via AirPlay. Le logo Apple apparaît à l'écran, d'un blanc éclatant dans la pièce froide et sombre. Qu'est-ce que tu fais? La voix de ma mère devient stridente. Stéphane, arrête là. Mais je suis déjà en train de charger le premier document. La demande de prêt BPI remplit l'écran, agrandie au point que chaque détail est visible. Mon numéro de sécurité sociale, ma signature falsifiée, le nom de l'entreprise, Chloé Divertissement. Je vous montre ce qui se passe ensuite, dis-je tranquillement. Sauf si vous êtes prêt à avoir une conversation très différente de celle que vous aviez prévue. Mon téléphone vibre dans ma main. Un texto de Tom. Tu es là? Je suis en attente si tu as besoin de moi. Je réponds d'une main. J'enregistre maintenant. Parce que c'est l'autre chose que j'ai apprise de lui. Avoir toujours un témoin. Même s'il ne fait qu'écouter au bout du fil, même s'il ne dit jamais un mot, la présence de quelqu'un d'autre change tout. Mon père fixe l'écran. La couleur quitte lentement son visage, comme regarder un coucher de soleil en accéléré. Manon, sa voix a changé maintenant, plus petite. Parlons-en raisonnablement. D'accord. J'ouvre le porte-document, je sors le premier jeu de documents. Parlons. Chloé sort de la cuisine, portant toujours la bague de fiançailles, l'air de croire que tout cela se terminera par un chèque de ma part. Enfin, on peut en finir? J'ai des réservations pour le dîner. Assieds-toi, dis-je. Ce n'est pas une demande. Ma mère bouge sur le canapé, resserrant son manteau. Valérie, 56 ans, complice en chef.
Manon, ma chérie, si tu pouvais juste nous aider avec le fioul, on pourra en parler raisonnablement. Raisonnablement? Le mot a un goût de cendre dans ma bouche. Je tapote mon téléphone. La première image remplit l'écran. La demande de prêt BPI, 45 000 €, mon numéro de sécurité sociale, ma signature falsifiée. Mais l'écriture dans la section du plan d'affaires, c'est celle de mon père. Je reconnaîtrais ces lettres étriquées n'importe où. Chloé Divertissement, je lis à voix haute. Projet d'entreprise intéressant. Dis-moi, papa. Quand as-tu si bien appris à imiter ma signature? La température dans la pièce chute de 10 degrés. Pas le thermomètre. Autre chose. Stéphane se lève, essayant de retrouver son autorité par la taille. Attends un peu. Ce prêt était pour la famille, pour la carrière d'influenceuse de Chloé. Tu as profité de cette famille, il est temps que tu rendes l'appareil. Rendre l'appareil? Je laisse les mots en suspens. Laisse-moi te montrer ce que j'ai rendu. Deuxième diapositive. Archive du règlement de la dette de Casino. 60 000 € payés au Casino Barrière de Deauville le jour exact où ils m'ont dit qu'ils avaient vendu le terrain au bord du lac pour financer mes études. Registre public. Date. Numéro de compte. Le mensonge. Documenté en noir et blanc. Ma mère émet un petit son. Pas tout à fait un hoquet de surprise. Plutôt comme de l'air s'échappant de quelque chose qui se dégonfle. Le terrain au bord du lac, dis-je, ma voix aussi stable que la main d'un chirurgien. Le sacrifice que vous me rappeliez chaque fois que j'hésitais à payer votre hypothèque. La raison pour laquelle je me suis senti coupable pendant des années. Je me tourne pour leur faire face directement. Vous ne l'avez pas vendu pour mes études. Vous l'avez vendu pour couvrir les dettes de jeu de papa. Chloé regarde alternativement nos parents et l'écran. La confusion fissure enfin sa suffisance habituelle. De quoi elle parle? Tais-toi, Chloé. Les mots sortent, froid, clinique. J'ai fini de la protéger de leur pourriture. Troisième diapositive. Le projet de poursuite civile pour diffamation. Chaque vidéo TikTok enregistrée, horodatée, archivée. Des captures d'écran, des commentaires, du nombre de vues, de la propagation virale de ces mensonges sur le fait que je coupais le chauffage de parents âgés en hiver. Quatrième diapositive. Le rapport de police pour usurpation d'identité. Prêt à être déposé, il ne manque que ma signature. Voici ce qui se passe maintenant, dis-je. Et je suis surprise par le calme de ma voix, par son absence totale d'émotion. Vous vendez cette maison. Vous remboursez le prêt de 45 000 €. Vous me remboursez les 145 000 € que vous m'avez volés toutes ces années. Où j'envoie ces rapports à la police judiciaire et au parquet national financier. Stéphane essaie de bluffer. Il est doué pour ça. Je lui accorde ça. Des années de transactions immobilières ratées lui ont appris à feindre la confiance. Tu ne ruinerais pas ta propre famille. D'ailleurs, tu es complice de ce prêt. Il est à ton nom. Je souris. Un vrai sourire. C'est étrange sur mon visage, comme des muscles se souvenant d'une langue étrangère. En fait, papa, selon la loi française, j'ai 30 jours pour le signaler afin d'éviter toute responsabilité. Je lance ma messagerie vocale, je la mets sur haut-parleur. La voix du représentant de la banque remplit la pièce, confirmant le signalement de fraude, expliquant le délai, soulignant ma protection en tant que victime. Aujourd'hui, c'est le 29e jour. Le bluff meurt sur son visage. Je le vois se produire. Je vois la prise de conscience s'insinuer comme du givre sur une vitre. Vous n'avez qu'un seul choix, je continue. Vendez la maison, payez-moi, ou faites face à la police judiciaire et vous irez tous les deux en prison. Fraude, usurpation d'identité, crimes fédéraux. Chloé aussi. En tant que complice. Ma mère pleure maintenant. De vraies larmes. Pas le genre manipulateur qu'elle déploie habituellement. Manon, s'il te plaît. Nous sommes tes parents. Tu ne peux pas faire ça. Je peux. 2 mots. Simple, vrai. Mon père se dégonfle dans le canapé. L'arrogance s'évanouit, ne laissant qu'un vieil homme fatigué dans une maison froide. Qu'est-ce que tu veux?
Je vous ai dit ce que je veux. Vendez, payez-moi, ou affrontez le PNF. On ne peut pas vendre si vite, dit-il. Le marché en ce moment, ça pourrait prendre des mois. J'ai une solution. Je tapote à nouveau mon téléphone, j'affiche la lettre d'offre. Il y a un acheteur au comptant, une SARL prête à acheter en l'état. Clôture rapide. Ils offrent un prix inférieur au marché, mais vu votre situation, je vous suggère de l'accepter. Ils ne posent pas de questions. Ils n'ont plus l'énergie de poser des questions. Ma mère hoche simplement la tête, vaincue. Mon père signe l'autorisation directement sur mon téléphone, sa main tremblante. La SARL est la mienne, bien sûr. Créée il y a 3 semaines, mais ils n'ont pas besoin de le savoir pour l'instant. Vous avez 48 heures pour accepter l'offre, dis-je. Je vous suggère de ne pas perdre de temps. Je déconnecte mon téléphone de la télévision. L'écran devient noir. Je prends le collier de grand-mère qui était sur la table également. Je me dirige vers la porte, mais pas résonnant sur le parquet. Manon. La voix de mon père m'arrête sur le seuil. Nous sommes toujours ta famille. Je me retourne pour les regarder. 3 personnes qui m'ont appris que l'amour était transactionnel, que la famille était un arrangement commercial, que j'existais pour être utilisé. Non, dis-je. Vous étiez mes créanciers. Et la dette est presque payée. L'air froid dehors semble plus chaud que la maison que je laisse derrière moi. 1 mois après la confrontation, je suis assise dans ma voiture devant la maison vide en Provence, fixant l'email sur mon téléphone, celui que j'attendais. Objet, demande de prolongation de location-vente de la part de Porter Property Holdings LLC. Ah, Stéphane et Valérie. Chers anciens propriétaires, votre demande de prolongation de 30 jours pour la location-vente a été examinée et refusée. Veuillez noter que vous avez 48 heures pour quitter les lieux conformément aux termes de votre contrat de vente. De plus, sachez que je ne loue pas à des personnes qui détruisent des héritages familiaux. Cordialement, Manon, propriétaire, Porter Property Holdings LLC. Je le lis 3 fois. Les parents ne le savent pas encore. Ils ont envoyé leur demande à l'adresse email générique de la SARL hier, supposant probablement qu'un acheteur anonyme approuverait leur requête. Ils sont sur le point de découvrir qui a acheté leur maison. Je transfère l'email et je regarde l'animation d'envoi se terminer. Fait. La maison semble plus petite que dans mes souvenirs. Pas l'imposante maison de maître où j'ai grandi, juste un bâtiment. Des briques, du mortier et des souvenirs dont je n'ai plus besoin. Le panneau, à vendre, a disparu. La pelouse a besoin d'être tondue. Personne n'y vit plus, mais ils n'ont pas encore complètement déménagé non plus. Des cartons sont visibles à travers les fenêtres du salon. La cuve à fioul que j'ai laissée se vider a été remplie par la nouvelle propriétaire. Moi. J'utilise ma clé. Ma clé maintenant, pour ma maison. À l'intérieur, l'air semble renfermer. Des grains de poussière flottent dans la lumière de l'après-midi qui traverse les baies vitrées. La porcelaine fine a disparu, probablement vendue. Le lustre reste car il était inclus dans la vente. Tout le reste semble creux, comme un décor de théâtre après le départ des acteurs. Mes pas résonnent sur le parquet alors que je monte les escaliers vers mon ancienne chambre. La porte est ouverte. La pièce est vide à l'exception d'une chose, le coffre en cèdre. Je m'agenouille à côté, passant mes doigts sur le dessus sculpté. La serrure est toujours cassée, forcée par l'impatience de Chloé. Je soulève lentement le couvercle. Vide, comme je m'y attendais. Elle a tout pris. Le linge de maison, les napperons en dentelle, les photographies soigneusement conservées. Mais j'ai ramené quelque chose. De la poche de mon manteau, je sors le collier de perles. Celui que ma mère a essayé de prendre en otage. Celui que j'ai récupéré lors de cette dernière confrontation glaciale. Le glissant de la table de la salle à manger pendant que mon père fixait les preuves de sa fraude sur l'écran de télévision. Je le place doucement à l'intérieur du coffre. Il repose sur le bois de cèdre, lumineux contre le grain sombre. Je ne le garde pour personne, ne le préserve pas pour une future fille ou petite-fille. Il est à moi maintenant, et il vit ici, dans ce coffre vide, dans cette maison vide qui m'appartient. Je referme le couvercle. Le son est final. 3 jours plus tard, je m'arrête dans un bistrot près de mon bureau, un endroit avec des banquettes usées et un café qui a le goût du temps jadis.
Je dois y retrouver Lucas pour finaliser les derniers papiers, les documents de clôture officiels qui transfèrent tout à mon nom. Mais Lucas n'est pas encore là. Quelqu'un d'autre y est. Chloé, portant un uniforme jaune avec un badge nominatif, transportant une cafetière entre les tables. Ses cheveux sont tirés en une simple queue de cheval. Pas d'extension, pas de bague. Ses mains semblent rugueuses, la manucure a disparu depuis longtemps. Elle ne m'a pas encore vu. Je pourrais partir. Je devrais probablement partir. Mais je me glisse plutôt dans une banquette. Elle s'approche avec son carnet de commandes et nos regards se croisent. La reconnaissance la frappe comme de l'eau froide. Son visage devient pâle, puis rouge. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » Je commande un café. Je garde une voix neutre. Elle n'écrit rien, reste juste là, la cafetière tremblant légèrement dans sa main. Tu ne peux pas être ici. C'est un bistrot public. Tu as tout gâché. Sa voix se brise. Léo est parti. Maman et papa vivent dans un appartement dans un petit village en Normandie. Ça te fait quelque chose, au moins ? Je la regarde. Vraiment. Elle a 24 ans, elle a un travail honnête pour la première fois de sa vie, et elle me déteste pour ça. Bien. Je prendrai un café. Noir. Elle claque la tasse plus fort que nécessaire, éclaboussant du liquide sur la soucoupe, verse avec des mains tremblantes, s'éloigne sans un autre mot. Quand elle apporte l'addition, je sors mon portefeuille, j'écris quelque chose sur le reçu en lettres capitales soignées, pour le fonds de restauration de la robe. La ligne du pourboire reste vide. 0 €. Je laisse le compte exact pour le café et je me lève. Chloé me regarde de derrière le comptoir, son expression partagée entre la rage et quelque chose qui pourrait être du désespoir. Je boutonne mon manteau et je sors dans le vent de janvier. Il traverse le tissu, amer et vif. Le genre de froid qui fait pleurer les yeux. Mais j'ai chaud. Pour la première fois de ma vie, j'ai chaud.